Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va poursuivre le chapitre consacré à la colonisation française sous la Troisième République de 1870 à 1914. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons vu les raisons, les causes de la colonisation, les débats que cela pouvait engendrer, ainsi que les possibles tensions entre puissances européennes qui essayent de se partager essentiellement l'Afrique et l'Asie. Nous passons aujourd'hui au grand 2 sur les conséquences de la colonisation française. Petit a, des sociétés coloniales hiérarchisées et exploitées. Alors, la colonisation de l'Afrique et de l'Asie entraîne l'apparition de nouvelles sociétés que l'on appelle les sociétés coloniales. Nous allons voir plusieurs points, plusieurs caractéristiques de ces sociétés coloniales, avec d'abord le petit 1, une exploitation des colonies à l'origine d'aménagements. Alors, ce qu'il faut noter d'abord pour ce point, c'est que la domination par la France, elle est d'abord d'ordre économique. C'est-à-dire que l'économie des colonies est totalement bouleversée, transformée par la colonisation. Je vous rappelle que l'un des objectifs de Jules Ferry dans son discours, c'était de faire en sorte d'exploiter, d'extraire les richesses des colonies pour servir l'industrie française et en contrepartie vendre les produits manufacturés, les produits industriels français dans les colonies qui constitueraient des marchés de consommation. Alors, dans la réalité, c'est ce qui se passe. Nous avons la mise en place de ce qu'on appelle une économie de traite, c'est-à-dire que les colonies, leur objectif, leur but, c'est d'enrichir le plus possible la métropole, donc la France. Pour cela, on va mettre en culture différents produits agricoles, comme le riz, la vigne, les agrumes, la vanille, etc., le sucre, etc., etc. Dans les colonies. Le but, c'est d'ensuite importer en France ces différentes marchandises alimentaires. Ici, vous avez un exemple qui montre bien la mise en culture des colonies avec cet almanach du petit colon algérien qui date de 1893 où l'on voit sur les bords des vignes, des raisins. Pourquoi? Parce que l'Algérie est à l'époque une colonie qui produit beaucoup de vin à destination de la métropole, à destination de la France. Donc vous pouvez noter que la domination par la France est d'abord économique. L'économie des colonies est profondément transformée par la France, qui y met en place une économie de traite. C'est-à-dire que l'on extrait les richesses de ces territoires pour enrichir la métropole. Ça fonctionne dans un sens, ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Dans les colonies, les matières premières sont extraites ou cultivées et acheminées vers les ports pour être exportées vers la métropole. Je vous ai noté quelques exemples, le riz en Indochine, la vigne, les agrumes ou les phosphates au Maghreb, ou encore la vanille à Madagascar. Un point sur les phosphates. Les phosphates sont des produits qui viennent, une marchandise qui vient du sol, une matière première qui vient du sol, et qui permet en France ensuite de fabriquer chimiquement les engrais agricoles qui se développent justement à ce moment-là, et qui permettent d'enrichir les terres. Donc ça, c'est dans un sens. On fait venir en France les matières premières extraites des colonies. Ensuite, une fois que ces marchandises sont arrivées en France, elles sont transformées, elles deviennent des produits transformés, manufacturés pour certains, et on peut prendre l'exemple du sucre. Le sucre, à cette époque-là, vient essentiellement de la canne à sucre, donc de cette plante que vous voyez ici à gauche. Le sucre français vient alors principalement des Antilles, et donc ça c'est le sucre tel qu'il est importé brut en France. Et en France, on raffine le sucre, on le transforme pour qu'il devienne le sucre que l'on consomme nous aussi aujourd'hui, donc le sucre roux ou le sucre blanc sous forme de cristaux ou sous forme de pierre.
Autre chose sur le sucre, lorsque l'on transforme la canne à sucre, il y a des résidus qui restent, que l'on appelle la mélasse, c'est ce que vous avez en photo juste ici, qui vient donc de cette canne à sucre, et qui peut être transformé, qui peut être valorisé, pour en faire notamment de l'éthanol, c'est le cas encore aujourd'hui, donc du carburant pour les voitures, ou encore du rhum. Donc vous pouvez noter qu'en France, ces matières premières sont transformées puis vendues sur place ou dans l'empire colonial. Donc on transforme par exemple le sucre en sucre raffiné, en sucre en poudre, avant de le vendre soit en France, soit dans les colonies. Donc exemple, le sucre venant de l'empire colonial, sous forme de canne à sucre, est transformé en France et devient du sucre raffiné ou transformé. Alors la France ne fait pas que revendre les produits qu'elle transforme. Elle vend aussi des produits qui viennent de son industrie, des produits industriels que l'on appelle des produits manufacturés. C'est le cas des vêtements, c'est le cas des outils. Puisque l'on met en culture des terres, il faut des outils agricoles. C'est le cas des engrais chimiques. Donc en fait, tout ça fonctionne dans un système. Si je prends les phosphates viennent du Maghreb. En France, on les transforme pour qu'ils deviennent des engrais et on refait partir ces engrais, cette fois-ci vers les colonies, pour enrichir les terres qui permettront de produire des agrumes, de la vigne, du sucre, etc. Donc tout est très connecté. Donc vous pouvez noter que la France exporte aussi dans ses colonies des produits manufacturés venant de son industrie, vêtements, outils, engrais chimiques, etc. Conclusion, les colonies sont une source en matières premières pour la France, mais aussi un marché de consommation. Les industriels s'enrichissent donc grâce à la colonisation. Au fond, la colonisation a surtout permis d'enrichir, a surtout profité aux industriels, aux bourgeois de l'industrie. Alors pour que tout ça soit possible, pour que la France puisse extraire et acheminer, exporter les matières premières des colonies vers la métropole, il faut faire en sorte d'aménager, de moderniser les territoires coloniaux. Donc la France va se lancer à ce moment-là dans de grands investissements, de grands travaux d'ampleur dans les colonies, que ce soit en Afrique ou en Indochine. Vous pouvez noter qu'afin d'exploiter les ressources de ces colonies, la France va moderniser ses territoires en construisant des infrastructures de transport. C'est le cas de ports, de chemins de fer, de ponts ou encore de routes. Vous en avez un exemple juste ici avec cette carte postale. Il s'agit du pont Doumer, construit à Hanoï à la fin du 19e, début 20e siècle. Donc le but, c'est pas de moderniser les colonies pour les moderniser, c'est véritablement de créer des infrastructures de transport pour exporter le plus facilement possible les matières premières et les faire venir en France. N'oubliez jamais que le but de la colonisation, c'est d'abord d'enrichir la métropole. Dernier élément à noter, vous notez que les villes de ces colonies sont aussi aménagées. On va transformer totalement les villes africaines, les villes asiatiques. C'est l'exemple notamment de Saigon, qui est à l'époque la capitale de l'Indochine française. Je ne développe pas plus puisque vous aurez une activité à faire sur Saigon qui constitue un des points de passage et d'ouverture proposés par le programme. Alors toutefois, cette exploitation économique, elle rencontre deux limites. La première limite, donc je vous explique, vous aurez la trace écrite juste après. La première limite, c'est d'abord le poids de l'empire colonial dans les échanges commerciaux de la France. En fait, si on prend les chiffres, on se rend compte que l'empire colonial pèse assez peu dans les échanges commerciaux de la France avec l'extérieur. Par exemple, en 1880, on constate qu'environ 5% des importations françaises viennent des colonies. Si on va à l'autre bout du graphique, 1913, on a une progression, on est environ à 10%. Ça veut dire qu'un produit sur 5 qui arrive en France vient des colonies. Donc un produit sur 5 seulement. A l'inverse, si on prend maintenant les exportations, donc ce qui part de la France pour aller vers les colonies, on constate qu'il y a 6% des marchandises exportées par la France qui partent vers les colonies en 1880 et 13% en 1913. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'on a un très faible poids de l'empire colonial dans les échanges commerciaux de la France. Ça, c'est
au total. Maintenant, il faut zoomer en termes de marchandises. Suivant les marchandises, l'empire colonial n'a pas la même importance. Prenons par exemple le cas en bleu ici des tissus que l'on fait venir de l'empire colonial. On se rend compte qu'au plus fort, on est à 15-20% des tissus consommés en métropole qui viennent des colonies seulement. Par contre, si on prend les bougies, là, en 1913, par exemple, 100% des bougies vendues, consommées en métropole, viennent des colonies françaises. Le sucre raffiné, on est à hauteur de 70% environ. Donc vous pouvez noter que toutefois, il faut noter deux limites à cette exploitation économique. Premier tiret, premier élément, le faible poids de l'empire colonial dans les échanges commerciaux de la France. Au total, en 1914, 13% des exportations françaises sont destinées à ces colonies et 10% des importations viennent de l'empire colonial. Deuxième limite, le fait également que l'économie des colonies est totalement tournée vers l'enrichissement de la métropole. C'est ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Or, cela entraîne des conséquences très négatives et à long terme pour les territoires coloniaux. Ça passe par le fait que l'on ait un accaparement des terres fertiles par les colons. C'est-à-dire que les colons gardent pour eux les terres fertiles et dépossèdent les populations locales. On impose également une monoculture, donc le fait que l'on ne cultive qu'une seule plante sur ce territoire. Or, ça veut dire que par exemple, si on impose aux Antilles la culture du sucre, cela veut dire que les paysans antillais ne vont pas pouvoir produire pour leur propre alimentation. Donc, ça se fait au détriment de ce qu'on appelle une agriculture vivrière. Normalement, vous avez vu ça en seconde, une agriculture vivrière, c'est une agriculture qui est destinée à se nourrir soi-même. Et enfin, dernier point négatif, il n'y a pas de développement d'une industrie locale. C'est-à-dire que tous les produits manufacturés, tous les produits industriels que l'on trouve dans les colonies viennent de la métropole et on n'a pas de construction d'usines, par exemple, dans les colonies pour qu'ils aient leur propre industrie. Pourquoi? Tout simplement parce que la métropole ne veut pas de concurrence de la part de ces colonies. Donc mettez sur pause pour avoir le temps de rédiger, de recopier dans votre cahier. Je fais le lien d'ailleurs entre ce dernier point et la situation actuelle de certains pays. En géographie, vous avez certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle les pays les moins avancés, les PMA, les pays les plus pauvres au monde, et la colonisation est un facteur d'explication de cette pauvreté. Si aujourd'hui les pays les plus pauvres du monde se localisent en Afrique, c'est en partie parce qu'ils ont été colonisés et donc exploités par les puissances européennes. Nous continuons, alors cette fois-ci avec le petit 2 sur des individus hiérarchisés et inégaux dans les métropoles. Donc notez le sous-titre et notez le fait que la colonisation est aussi violente vis-à-vis des populations locales. Donc on a vu d'abord une exploitation économique, là ça va être davantage une exploitation, une violence vis-à-vis des êtres humains décolonisés, que l'on appelle aussi indigènes à l'époque. Alors premier élément, premier tiret, les Français doivent faire face à une résistance tenace lors de la conquête de certains territoires. Il ne faudrait pas imaginer que l'Afrique, que les royaumes africains, que les royaumes en Asie ne résistent pas et se laissent faire, se laissent conquérir. Non, il y a une résistance qui est mise en place, ce qui fait que la conquête va devoir demander plusieurs années et des efforts militaires de la part de la France. Alors, un exemple, le cas de Madagascar. Donc, cette île dans l'océan Indien, qui est particulièrement connue par sa résistance. Pour la petite histoire, en fait, la France veut imposer un protectorat. Donc, je vous rappelle qu'il y a une différence entre le statut de colonie et de protectorat. Je vous renvoie au grand 1. Donc, la France veut imposer un protectorat à l'île de Madagascar. Or, les populations locales et la reine de Madagascar de l'époque, que vous voyez en photo juste ici, qui est Rana Valona III, s'opposent à ce protectorat, qui serait pour eux en fait la perte de leur indépendance, tout simplement.
Donc, en réaction, les Français vont organiser une guerre de conquête entre 1894 et 1895. Donc, vous voyez ici une illustration. Alors, méfiance, parce qu'il s'agit d'une illustration qui est parue dans le Petit Journal, un journal français, et donc, bien évidemment, ce n'est pas neutre. Alors, ce qui est intéressant à noter sur cette illustration, c'est que l'on remarque il y a une sorte de confusion. Donc, au premier plan, on a des soldats de Madagascar qui se défendent et qui ont l'air de se faire battre à plat de couture. Et face à eux, vous avez des soldats de l'Empire français qui sont en fait des soldats coloniaux. C'est-à-dire que la France, pour faire la conquête de Madagascar, n'a pas envoyé beaucoup de soldats de la métropole, mais a en fait pris des soldats de son empire, de ses colonies, et notamment là d'Afrique équatoriale, pour aller combattre à Madagascar. Donc ici, on a bien le cas d'une conquête extrêmement violente. Donc vous pouvez noter, exemple, le protectorat de Madagascar, contesté par les populations, entraîne ainsi une guerre de conquête entre 1894 et 1895. La reine de Madagascar, Ranavalona III, est exilée à La Réunion. Alors, si la question se pose, non, le nom de la reine de Madagascar n'est pas obligatoire à retenir. Deuxième exemple de résistance, cette fois-ci en Afrique même, sur le continent africain, c'est le cas d'un homme de Samori Touré, qui est l'empereur du Wazalu. Son empire, vous l'avez sur la carte juste ici, donc c'est un empire qui correspond aujourd'hui à peu près à la Guinée, au Mali, à la Côte d'Ivoire. Donc ça montre bien qu'à l'époque, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Français n'arrivent pas dans un territoire désorganisé. Au contraire, face aux Français, vous avez des royaumes, vous avez des empires qui sont bien organisés, avec un chef à leur tête, et donc, bien sûr, ces chefs vont organiser la résistance. Alors Samori Touré va être la bête noire, en quelque sorte, des Français, puisque la résistance en Guinée va s'organiser de 1884 à 1898. Donc longue résistance jusqu'à ce qu'il soit capturé. Et sa mort en 1900 sera d'ailleurs particulièrement étrange et mystérieuse, puisqu'il sera assassiné. On n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Donc exemple numéro 2, résistance en Guinée de 1884 à 1898 par Samori Touré, empereur du Wazulu. Alors, si la résistance, elle se fait pendant la conquête, il ne faut pas imaginer que les populations, une fois qu'elles ont été réduites à être colonisées, va se laisser faire. On a un territoire notamment où la résistance après la colonisation va être particulièrement virulente, c'est dans l'Indochine française de l'époque. Cette résistance, elle est notamment menée par un chef nationaliste que vous avez ici en photo, Wang Hoa Tam, qui est un nationaliste vietnamien, donc le Viet Nam qui n'est qu'une partie de l'Indochine de l'époque, et il va organiser une résistance sous forme de guérilla. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre avec des troupes face à face, mais une guerre de harcèlement, une guerre psychologique pour faire céder les Français. Donc les Français vont envoyer plusieurs corps expéditionnaires, corps militaires, pour essayer de réprimer, de pacifier, pour reprendre leurs termes, entre guillemets, l'Indochine de l'époque. Donc deuxième tiret, la résistance se poursuit après la conquête, notamment en Indochine, où des nationalistes mènent une guérilla contre les soldats français. Troisième point, le fait également que l'on ait une société qui est hiérarchisée. Vous allez pouvoir reproduire la pyramide que vous avez ici, qui schématise très bien cette hiérarchisation. Donc qui dit hiérarchie dit forcément qu'il y a une catégorie de la population qui est supérieure à l'autre. Alors en haut de cette pyramide, vous avez les colons français. Alors les colons, c'est tout simplement les Français, les Européens qui partent s'installer pour coloniser les territoires. Il faut noter qu'on a une minorité de colons français, c'est-à-dire qu'on a beau installer des colonies, imposer une colonisation, en fait,
que ce soit en Afrique ou en Indochine, à chaque fois, les Français sont minoritaires au sein de la population. Malgré qu'ils soient minoritaires, ils occupent tous les postes de commandement et les emplois qualifiés. Donc que ce soit les emplois de gouverneur, les fonctionnaires, dans l'armée, et plus généralement dans le maintien de l'ordre, les négociants ou encore les propriétaires. En bas de cette pyramide qui symbolise la hiérarchie des colonies à l'époque, on a les colonisés, que l'on appelle aussi à l'époque les indigènes. Donc il s'agit des populations locales qui composent, quant à eux, la domesticité, donc ce sont des domestiques, pour le ménage, pour le service de riches bourgeois, par exemple, de négociants. C'est également la main-d'œuvre pour les grands travaux, pour les exploitations agricoles, etc. Donc bien l'idée à retenir que l'on a une société qui est hiérarchisée, donc il n'est absolument pas égalitaire de ce point de vue-là. Si bien que l'on peut parler de ségrégation sociale. C'est-à-dire que les Français, considérant qu'ils font partie d'une race supérieure qui serait la race blanche, ils considèrent qu'ils sont les seuls à pouvoir exercer ces fonctions de commandement, alors que la race inférieure, donc que ce soit en Afrique ou en Asie, ne peut exercer que des fonctions subalternes. Donc retenez le terme de ségrégation sociale. Ensuite, quatrième élément de cette sous-partie, le fait également que l'on exploite les populations à travers ce qu'on appelle le travail forcé. Alors, je vous rappelle que depuis 1848, l'esclavage est aboli. C'est notamment l'œuvre de Victor Schœlcher. Or, pour autant, on va, sans rétablir l'esclavage, mais imposer du travail forcé. Alors, travail forcé, comment le définir? C'est une tâche que l'on impose aux colonisés, sans leur demander leur avis, avec une rémunération très faible, voire même pas du tout de rémunération. Donc en soi, c'est de l'esclavage caché, sans cacher le mot. Alors, exemple ici, vous avez du travail forcé au Dahomey, donc en Afrique, vers 1900, avec des Africains qui préparent un terrain, sans doute pour construire une voie de transport. Autre exemple également d'exploitation, le portage. Vous avez ici un exemple à Saigon, une carte postale de Saigon vers 1900, où l'on a un pouce-pouce tiré par un Indo-Chinois, par un colonisé, et dans lequel est ainsi un colon. Alors les colons d'ailleurs à l'époque étaient reconnaissables, et vous pouvez les reconnaître facilement sur toutes les photos, par rapport à la tenue qu'ils portaient, souvent blanche, et surtout à ce casque arrondi, qui est un casque propre aux colons français. Alors en 1905, on a un explorateur du nom de Pierre Savorgnan de Brazza, que vous avez en photo ici, qui part faire une expédition au Congo et qui est notamment chargé de rendre un rapport sur la colonisation qui est en cours. Et ce rapport, il est extrêmement intéressant parce qu'on y voit tous les abus, finalement, auxquels procèdent les colons français à l'époque. Alors je lis avec vous le texte. Au début de 1905, on apprit en France que dans un poste lointain du Congo français, 2 fonctionnaires avaient fait sauter un noir à la dynamite le 14 juillet 1903. Cette singulière façon de célébrer la fête nationale émut l'opinion publique. Le ministre des colonies décida de faire une enquête sur la situation d'une colonie où se passaient des faits aussi étranges. Il chargea de cette tâche un grand explorateur célèbre par son esprit d'humanité, Savorgnan de Brazza. Au Congo, M. de Brazza vit une administration despotique et avide d'établir des impôts mal calculés ou vexatoires, en exiger le recouvrement par des procédés souvent brutaux, effrayer les indigènes et les éloigner des postes au lieu de les en rapprocher par une efficace protection. Il vit les compagnies concessionnaires, rapaces et cyniques, essayer de reconstituer un nouvel esclavage, tâcher d'imposer aux Noirs, par la menace ou la violence, un travail mal rémunéré, au lieu de chercher à les attirer par un libre et loyal commerce. Il connut dans tous ses détails l'odieuse histoire du Haut-Chari, portage obligatoire, camp d'otages, razzias et massacres.
Monsieur de Brazza souffrit au plus intime du cœur de ces sinistres découvertes, et ce chagrin héroïque, cette tristesse sublime, usèrent ses forces et hâtèrent sa fin. D'ailleurs, cet explorateur mourra lors de son expédition en 1905. Donc vous pouvez noter, avant-dernier tiret, que si l'esclavage est aboli depuis 1848, les populations locales sont exploitées par le biais du travail forcé. Tous les aménagements réalisés dans les colonies reposent sur une main-d'œuvre locale. En 1905, un explorateur, Pierre Savorgnan de Brazza, rend compte des violences exercées au quotidien aux locaux par les colons au Congo. Donc vous notez quelques exemples, le portage notamment à dos d'homme des colons par les Congolais, les camps d'otages pour les forcer à travailler pour eux, ou encore les massacres. Donc on est très loin du discours de Ferry et du message civilisationnel qu'il proposait. Donc mettez sur pause pour avoir bien le temps de prendre en note le cours. Alors, autre exemple de portage, cette fois-ci on est au Congo français, donc là où de Brazza a mené son expédition. Et cette image elle est particulièrement intéressante car elle incarne la vision qu'a le français de l'époque, qu'a l'européen de l'époque, de la hiérarchie des races. C'est-à-dire que le français étant supérieur, il doit être servi par des serviteurs, hein, là on parle bien de serviteurs, qui sont d'une race inférieure, donc ici les Africains, qui le portent pour le transporter d'un point A à un point B. Dernier élément, dernier tiret de cette partie, il faut se dire également que les colons et les populations locales ne sont pas sur un même pied d'égalité. Bon, j'imagine que vous l'avez compris jusque-là, mais quand je vous dis ça, c'est surtout d'un point de vue du statut légal. Les colons, donc qui sont des Français, sont des citoyens français. Et depuis la Révolution française, ils ont des droits et ils ont des devoirs, mais également des libertés. Les colonisés, eux, par contre, sont considérés comme des sujets et non pas comme des citoyens. Or, rappelez-vous, avant 1789, un sujet est soumis à une autorité. Dans le cas de la France, avant la Révolution française, les sujets français étaient soumis au roi. Là, on a des sujets dans les colonies qui sont soumis à la métropole. Donc on a bien l'idée d'une société totalement inégalitaire. Donc vous pouvez noter que les colons et les populations locales ne sont pas sur un même pied d'égalité. Si les colons sont des citoyens français avec des droits et des libertés, les colonisés sont considérés comme des sujets de la métropole. Conclusion, on a une société inégalitaire et plaçant les locaux dans une situation d'infériorité. Alors j'insiste sur le fait que ce soit une infériorité juridique, une infériorité de statut, pas une infériorité numérique, car au contraire, dans toutes les colonies, les locaux sont beaucoup plus nombreux que les colons français. Alors, vous n'avez pas besoin de le noter, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des députés des colonies, c'est-à-dire que les colonies sont quand même représentées au Parlement en France, et notamment à la Chambre des députés. Mais ces députés sont uniquement élus par les colons français. Donc ça montre bien que les colonisés, les indigènes, n'ont pas le droit de vote. Il y a quelques rares cas d'indigènes, de locaux, qui seront naturalisés, c'est-à-dire qui vont devenir citoyens français, mais ça reste extrêmement rare. Enfin, dernier élément, les colons bénéficient aussi d'un traitement différent face à la loi et à la justice. C'est-à-dire qu'on n'applique pas les mêmes lois en France et dans les colonies. Donc là, on a une ségrégation, cette fois-ci, juridique. C'est-à-dire que l'on fait une différence entre deux groupes d'individus d'un point de vue judiciaire. Exemple d'un texte connu à cette époque-là, c'est le Code de l'indigénat, qui est un ensemble de textes législatifs, ou textes de loi. Et vous allez justement travailler sur ce code de l'indigénat à partir du manuel avec la double page 218-219. Donc vous avez 5 questions. Première question, où et quand le code de l'indigénat a-t-il été mis en place premier? Où est-il appliqué par la suite? Deuxième question, qui sont les personnes visées, concernées par le code de l'indigénat? Troisième, à l'aide du document 2, page 218, expliquer quels sont les objectifs
des Français qui mettent en place ce code de loi. Quatrième, donc quand je vous dis quels objectifs, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs ambitions, quel est le but des Français avec la mise en place de ce texte, qu'est-ce qu'ils veulent éviter ou contre quoi veulent-ils lutter. Quatrième question, relever et classer les différentes peines possibles en 2 catégories. Cinquième, qui décide des peines? Est-ce le cas aussi en France pour les citoyens français? Autrement dit, donc je reformule la question si ce n'est pas suffisamment clair, pourquoi peut-on dire que ce code de l'indigénat va à l'encontre des valeurs de la République et des droits de l'homme? Là, vous utiliserez les documents, mais aussi vos propres connaissances. Depuis le début de l'année, on a travaillé sur les droits de l'homme, les valeurs de la République, notamment en ce qui concerne la justice. Est-ce qu'elles sont justement, pourquoi ne sont-elles pas appliquées dans les colonies? Donc vous, ce travail, vous devrez le faire pour la semaine prochaine. Dans le mail que je vous envoie, je vous indique la date. Et la semaine prochaine, je vous enverrai la correction et la suite et fin de ce cours. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à vous.